Issa Chiroma Bakary a fait partie de la maison. Il a été ministre plusieurs fois. Mais il faut dire à sa décharge que lors de la tentative de coup d'État qui a failli emporter le régime du président Paul Biya, il faisait partie des gens qui étaient dans le mauvais camp. Il a été emprisonné pendant plusieurs années. Oui. Il a déclaré qu'il était innocent des faits qui lui étaient reprochés. Et quand il est sorti, il a accepté la main qui lui était tendue. Oui. Il déclare au moment de sa démission que le deal qu'il avait passé avec le président Paul Biya était qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand le président se sentirait fatigué et ne pourrait plus conduire sa mission, que le président se retirerait et que eux, derrière, ils prendraient le relais. Okay. Il précise, c'est très important que je vous le dise, Francis, parce qu'on est quand même dans un pays assez particulier, que sur les 14 dernières années, il a dû participer avec le président de la République à 2 conseils des ministres. Et qu'il y a des ministres qui, au bout de 5 ans, il y a des ministres qui, au bout de 5 ans de présence au gouvernement, ont dû rencontrer le président 1 ou 2 fois à l'occasion d'une fête nationale. D'accord. Bon, il dit donc qu'il a estimé, avec le recul nécessaire, qu'il avait en toute bonne foi participé à l'action du gouvernement, mais qu'il était temps, très respectueusement, qu'il indique au président la voie pour la sortie. D'accord. C'est ce qu'il dit. En fait, je vous rapporte ses propos. En fait, il veut remplacer Paul Biya, la tête du pays, c'est ça? Tous ceux qui sont là veulent remplacer Paul Biya. Mais enfin, lui, en tant que ministre, ancien ministre de Paul Biya quand même, il était ministre il y a encore 4 mois. Il n'est pas seul. Bello Maïgari, qui était Premier ministre sous le président Aïdjo. Oui, bien sûr, il y a lui. Et aussi resté plusieurs années au Mais gouvernement. lui, il n'est pas désigné, lui, candidat de l'opposition. Il aurait bien aimé l'être. Il n'a pas été. Il y a eu une sorte de sélection comme ça, qui était une sorte de primaire à l'intérieur de cette... Oui. Voilà. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Quelle est la position d'Akeremouna vis-à-vis de la désignation de Issa Chiroma Bakary? Donc avec ce grand angle sur les élections, la prochaine élection présidentielle au Cameroun. À 2 semaines de cette présidentielle, Claude Lequin est avec nous pour en parler. 12 candidatures validées par le Conseil constitutionnel et plusieurs autres écartées, rejetées de la compétition par le Conseil constitutionnel et la Commission électorale. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, dont les décisions et les méthodes font l'objet de vives critiques au sein de l'opinion au Cameroun. Et parmi les candidatures validées, celle de votre candidat, si je puis dire, l'avocat Akeremouna. Akeremouna qui s'était déjà présenté en 2018 à la présidentielle pour le mouvement Now. Aujourd'hui, c'est pour le parti Univers qu'il est candidat. Et s'était finalement retiré en 2018 pour favoriser la candidature de Maurice Kamto. Et cette fois, la candidature de Maurice Kamto a été rejetée. Quelle a été la réaction d'Akeremouna face à cette décision du Conseil constitutionnel, le rejet de la candidature de Maurice Kamto? La réaction d'Akeremouna a été semblable à celle de l'ensemble des membres de l'opposition, qui pour la plupart sont de vieux routiers de la vie politique camerounaise. Contrairement à ce qu'on pourrait observer dans d'autres pays de l'Afrique noire d'expression française, notamment ceux de la façade occidentale et en particulier ceux de l'Afrique centrale, le Cameroun présente cette particularité de porter une opposition qui sait, quand elle va aux élections, qu'elle ne gagnera pas. Non pas qu'elle ne gagnera pas parce que les dés sont pipés par le candidat officiel, non pas qu'elle ne gagnera pas parce qu'elle est sous la pression de menaces ou de dérivations quelconques, mais simplement parce que le système politique camerounais est à l'image du triangle national. C'est une organisation politique qui a été mise en place, qui est structurée de telle sorte que l'alternance ne peut être possible que si elle est déclenchée de l'intérieur. De l'intérieur. Elle ne peut pas être déclenchée de l'extérieur. Quand vous dites de l'intérieur de quel système? De l'intérieur du système. Du système. Oui. Du système RDPC, vous voulez dire? Le RDPC, puisque c'est le parti qui porte le candidat officiel. C'est ça. Tout à fait. Tout à fait. On ne peut pas bousculer le système, on ne peut pas le changer de l'extérieur. Et mettons de côté sa structuration sociologique et parlons au plan constitutionnel de l'organisation du système. Si vous organisez, parlons de quelque chose qui est très connu en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, une tontine. Oui. Vous rédigez les statuts de la tontine et vous mettez dans les statuts que le président de la tontine peut se présenter
autant de fois qu'il le veut. Oui. Et on ne peut accueillir notre président de la tontine que si le président a volontairement démissionné. Mais dans le cas du Cameroun, c'est quand même, je dirais, un principe qui est non dit, parce que ce que vous dites, finalement, ce n'est pas un système. Comment dire, le système ne se présente pas officiellement ici, puisqu'on fait des élections pour mettre en place quand même un protocole de compétition, et à l'arrivée, effectivement, on en est au 8e mandat, enfin, à la 8e candidature de Paul Biya, quoi. Mais d'un point de vue strictement juridique, Oui. Je pourrais dire que le système est incontestable, pour dire la vérité. D'un point de vue juridique, il est incontestable. Il est indéboulonnable. Il est indéboulonnable. Et ça ne tient pas seulement à Alors pourquoi votre candidat Akeré Mouna va à l'élection alors? Ben, simplement parce que ce n'est pas parce que le Paris Saint-Germain a sa 5e victoire que les autres clubs n'ont pas le droit de décider. Ah, l'important c'est de participer, quoi. Non pas seulement de participer, mais d'espérer qu'il va y avoir un grain de sable qui va griller le système. Ah, qui va griller le système. Qui va griller le système et qui va faire en sorte que ce ne soit plus le PSG, mais que ce soit peut-être l'Olympique de Marseille. Vous comptez sur quelque chose d'immanent qui ne serait pas, en fait, qui ne proviendrait pas de la stratégie politique des oppositions? Non, pas sur quelque chose d'immanent, sur le grain de sable. Le grain de sable au Cameroun peut être quoi, par exemple? Vous avez 34 millions d'habitants, une organisation qui est fondée sur une élection où souvent le vainqueur arrive président de la République avec moins d'1 million d'électeurs. Les opposants se disent, si nous arrivons à mobiliser un corpus électoral suffisamment important de personnes qui ne se portent pas sur le candidat en place, mais plutôt sur un candidat désigné par la coalition des oppositions, il y a une chance de trouver le grain de sable qui va vriller le système et faire en sorte qu'il y ait une alternance, qui ne soit pas une alternance qui passe fatalement par la voie militaire, comme on a pu voir ailleurs sur le continent. Alors, je vous pose la question une fois de plus, pourquoi Akeré Mouna, candidat retenu parmi les 12 candidats en compétition, pourquoi va-t-il à cette élection? Parce qu'il a quand même un programme. Il a son programme des 100 jours, avec un plan de réforme applicable sur une durée transitoire d'ailleurs. Il propose une transition de 5 ans pour, de certaine façon, je veux dire, nettoyer les écuries d'Augias pour redresser le pays. Et au bout de 5 ans, donc, il propose qu'une nouvelle élection présidentielle soit organisée à laquelle il ne se présenterait pas. Voilà, donc ça, c'est un peu le corpus de Akeré Mouna pour cette compétition. Mais alors, qui l'écoute finalement? Comment réagissent les Camerounais à cette offre? Akeré Mouna est crédible. D'abord parce que c'est peut-être... Ah non, je ne mets pas en doute sa crédibilité. Je dis simplement, il a un programme, il a effectivement un plan d'action. Est-ce que dans le contexte camerounais tel que vous venez de le décrire, cette offre est réellement écoutée? Oui, elle est écoutée. Elle est écoutée exactement comme l'offre de... Ce n'est pas parce que, par exemple, Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle qu'il n'est pas écouté. Il est écouté. Un certain nombre d'ailleurs de candidats qui autrefois officiaient avec la majorité présidentielle et qui sont candidats aujourd'hui sont également écoutés. Les Camerounais sont curieux, intellectuellement bien structurés et ils écoutent toutes les offres. Ce qui est particulier avec la candidature d'Akeré Mouna, c'est que, je dirais 2 choses. Sur son histoire personnelle, son père fut vice-président de l'Assemblée de la République fédérale, Premier ministre du Cameroun occidental et président de l'Assemblée nationale jusqu'à son décès en 2002. C'est quelqu'un qui a structuré l'éducation de ses enfants sous l'axe du service de la nation et dans l'angle d'un vrai patriotisme. On retrouve dans la démarche d'Akeré Mouna quelqu'un qui a voulu aller acquérir de la compétence pour la mettre au service de son pays. Il est avocat. Il est juriste international, il a conseillé, il a d'ailleurs participé à différents organismes qui sont mis en place pour accompagner les pays sur les questions minières, sur les questions de gouvernance et sur l'accompagnement des États dans les sujets aussi complexes que la négociation, le litige, et il a réussi dans plusieurs pays. Je pense que personne autour de cette table, sur ce plateau, ne doute des qualités d'Akeré Mouna. Tout à fait. La question, c'est de savoir finalement pourquoi vous allez à une élection, quand vous savez vous-même, vous le dites, que ce système est totalement verrouillé. Parce que le mois dernier, Akeré Mouna avait introduit une requête auprès du Conseil constitutionnel pour justement demander le rejet de la candidature de Paul Biya. Et Akeré Mouna disait ceci: le citoyen qui part pour voter, qui sort son bulletin, qui regarde l'urne et le met dedans, sait-il pour qui il vote? Vote-t-il pour le président Biya qu'il ne voit pas, qui ne lui parle pas et qui n'est pas en campagne? Nulle part au monde, nous n'avons vu ça. Enfin, donc pour la candidature, pour Akeré Mouna, Paul Biya est un président invisible et désormais inapte à exercer cette fonction. Et pourtant, les Camerounais sont convaincus, à la veille de cette élection, que le résultat, qui est pratiquement prévisible, sera annoncé, que ce sera Paul Biya qui sera déclaré
vainqueur de cette élection. Akere Mouna est dans une posture qui est consubstantielle. À moins qu'il y ait effectivement qu'il y ait ce grain de sable dont vous parliez, quoi. Oui, non. Akere Mouna est dans une posture qui est consubstantielle à sa posture morale, à sa formation. La requête a été rejetée d'ailleurs. Elle a été rejetée. Donc il a commencé par là en disant « Je pars me présenter parce que je pense que l'occupant du siège n'est plus apte à poursuivre ses fonctions. » Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, parce qu'il est sur le siège depuis suffisamment longtemps, 43 ans. Et ensuite, parce qu'il est temps peut-être de changer les règles du jeu. Dans la plupart des pays, on a réformé le septennat, on a ramené le quinquennat, de manière à réduire un peu le temps pendant lequel les gens se présentent. D'ailleurs, vous avez noté tout à l'heure qu'Akere Mouna, il dit, dans sa déclaration préliminaire, il fait comme Nelson Mandela, je resterai 1 an et je ne me représenterai pas. D'accord. Il a dit 5 ans. Hein. Il a dit 5 ans. Je resterai 5 ans et je ne me représenterai pas. Une mandature. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc en fait, il n'est pas dans une position de confrontation avec Paul Biya, il est dans une position de négociation, de transition. Les opposants camerounais ne sont pas nécessairement dans une posture de confrontation avec un président de la République qui est vénérable, qui a un âge vénérable, qui, quoi qu'on puisse en dire, les Camerounais qui sont honnêtes reconnaissent que tout au long de sa carrière, il a apporté un certain nombre de choses au Cameroun et il n'est pas question aujourd'hui de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc il y a un consensus finalement, je dirais, autour de la personnalité de Paul Biya dans ce pays. Ce n'est pas un consensus, c'est une propriété intellectuelle, c'est une propriété morale qui consiste à dire... C'est un patrimoine national, Paul Biya. Il est temps de changer de président, mais ce n'est pas parce qu'on veut changer de président qu'il faut l'insulter ou le jeter ou le donner à la vindicte populaire. D'accord. Alors donc on a du mal effectivement à trouver exactement le territoire de l'opposition dans ce pays, le périmètre de l'opposition. Un candidat de l'opposition a été désigné quand même, hein, si on peut parler d'opposition, à la personne de Issa Chiroma Bakary, ministre de Paul Biya, qui a quitté le gouvernement pour se présenter à cette élection présidentielle. Candidat qualifié de consensuel, alors que ce n'est qu'une partie de l'opposition qui l'a désigné. Quelle est votre position à vous? Quelle est la position de Akere Mouna vis-à-vis de la désignation de Issa Chiroma Bakary, qui est une personnalité à tout le moins controversée? Issa Chiroma Bakary a fait partie de la maison. Il a été ministre plusieurs fois. Mais il faut dire à sa décharge que lors de la tentative de coup d'État qui a failli emporter le régime du président Paul Biya, il faisait partie des gens qui étaient dans le mauvais camp. Il a été emprisonné pendant plusieurs années. Il a déclaré qu'il était innocent des faits qui lui étaient reprochés. Et quand il est sorti, il a accepté la main qui lui était tendue. Il déclare au moment de sa démission que le deal qu'il avait passé avec le président Paul Biya était qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand le président se sentirait fatigué et ne pourrait plus conduire sa mission, que le président se retirerait et que eux, derrière, il prendrait le relais. Il précise, c'est très important que je vous le dise, Francis, parce qu'on est quand même dans un pays assez particulier, que sur les 14 dernières années, il a dû participer avec le président de la République à 2 conseils des ministres. Et qu'il y a des ministres qui, au bout de 5 ans, il y a des ministres qui, au bout de 5 ans de présence au gouvernement, ont dû rencontrer le président 1 ou 2 fois à l'occasion d'une fête nationale. D'accord. Bon, il dit donc qu'il a estimé, avec le recul nécessaire, qu'il avait en toute bonne foi participé à l'action du gouvernement, mais qu'il était temps, très respectueusement, qu'il indique au président la voie pour la sortie. D'accord. C'est ce qu'il dit. En fait, je vous rapporte ses propos. Oui, en fait, il veut remplacer Paul Biya, quoi, à la tête du pays, c'est ça? Tous ceux qui sont là veulent remplacer Paul Biya. Mais enfin, lui, en tant que ministre, quoi, enfin, ancien ministre de Paul Biya quand même, il était ministre il y a encore 4 mois. Quoi. Il n'est pas seul. Belobouba Maïgari, qui était Premier ministre sous le président Aïdjo, bien sûr, il y a lui. Et aussi resté plusieurs années au Mais gouvernement. il n'est pas désigné, lui, candidat de l'opposition. Il aurait bien aimé l'être. Il n'a pas été. Il y a eu une sorte de sélection comme ça, qui était une sorte de primaire à l'intérieur de cette... Oui. Voilà. Mais je n'ai pas répondu à la question. Quelle est la position d'Akere Mouna vis-à-vis de la désignation de Issa Chiroma Bakary? Moi, je suis persuadé. J'ai l'honneur d'avoir eu l'occasion de discuter plusieurs fois avec le bâtonnier Akere Mouna. Oui. Il avait un excellent projet. Il a un excellent projet. Oui. Vous devez savoir, et c'est important que je vous le dise aussi, c'est qu'au Cameroun, comme ailleurs en Afrique, les gens se présentent à une élection sur leur personnalité. Mais quelle est la position d'Akere Mouna vis-à-vis de la désignation de Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel d'une opposition, d'une partie de l'opposition? Il estime qu'une partie de l'opposition a le droit de désigner quelqu'un comme candidat, mais il estime que sa candidature est tout aussi légitime. D'accord. Donc, je veux dire que le match n'est pas encore joué. Le match n'est pas encore joué. Donc on ne peut pas dire qu'Akere Mouna soit le candidat d'une large frange de l'opposition. Eh ben, non, de ce que j'ai vu de la campagne électorale, Akere Mouna est porté par beaucoup de gens qui voient en lui quelqu'un qui va apporter les éléments du changement et surtout l'instauration de la gestion neutre et transparente de l'État au pays. D'accord.
Ce qu'on reproche au Cameroun souvent, c'est des niveaux de corruption qui sont exponentiels et une image que renvoie le Cameroun à l'étranger qui est consternante. Akeré Mouna vient pour remettre de l'équité et de la justice dans la gouvernance du Cameroun, changer l'image de ce pays et faire que le pays reparte sur une base où les gens qui gouvernent rendent des comptes. Je vais dire ça autrement, c'est-à-dire que en fait, vous n'êtes pas, enfin, Akeré Mouna ne se sent pas concerné du tout par la désignation de ce candidat consensuel qu'est M. Chiroma Bakary. C'est un candidat avec qui il a discuté, c'est un candidat avec qui il a échangé avant même sa désignation. Ils sont en compétition, objectivement. Ils sont en compétition sans être en guerre, c'est important. D'accord. C'est si difficile que ça de désigner un candidat de l'opposition, d'une large opposition qui soit réellement un candidat consensuel derrière lequel tous les candidats de l'opposition se rangeraient pour affronter le pouvoir, le candidat du pouvoir. Le Cameroun traîne une longue histoire d'opposition qui n'arrive pas à se mettre d'accord à la veille d'une élection et qui favorise d'ailleurs l'émergence de l'élection du président de la République. À savoir qu'on est dans un pays où l'élection n'est pas organisée pour être gagnée au deuxième tour, mais au premier tour à la majorité simple. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les gens qui sont au pouvoir, qui participent à l'élection, savent que si les oppositions ne se mettent pas d'accord, ils vont à la victoire sur un plateau. D'accord. C'est le point que je voulais soulever. Quand vous acceptez une élection présidentielle à un tour, à la majorité simple, la seule chance mathématiquement pour l'opposition, surtout dans des pays où une très faible proportion des citoyens éligibles à la carte d'électeur s'inscrivent et votent effectivement, mathématiquement, la seule solution pour que l'opposition ait une chance hypothétique, c'est d'avoir un candidat unique. Un candidat unique. Sinon, si vous dispersez les voix qui ne vont pas au président sortant, mais autant déclarer forfait. Prenez l'exemple très rapidement. Autant déclarer forfait tout de suite. Prenez l'exemple de la diaspora. Oui. La diaspora camerounaise, elle est fixée entre 5 millions et 8 millions d'âmes. Oui. Prenons l'exemple de la France. À l'ambassade, jusqu'à il y a 15 jours, il y avait 4000 inscrits. 4000 inscrits sur le nord de la France. On a 2 pôles électoraux, avec à Marseille, moins de 2000 inscrits. Sur combien d'électeurs potentiels? Au-delà de 100 000. D'accord. Au-delà de 100 000. D'accord. Donc il y a un désintérêt total. Ce n'est pas qu'il y a un désintérêt, c'est que les gens savent que le match est joué d'avance et ils ne veulent pas s'embêter à aller participer à une élection dont ils connaissent le résultat. Pourquoi vous ne faites pas finalement l'économie du budget d'une élection présidentielle? À quoi ça sert d'aller à une élection dans ce cas-là? Mais parce que comme dans beaucoup de pays où la transition s'est faite, où on est arrivé à des résultats, moi je suis originaire d'un pays anglophone. C'est une formalité en fait. Non, mais permettez-moi d'attirer votre attention sur une chose sur un constat sociologique qui est extrêmement important. Originaire du Cameroun, qui a la particularité d'être un pays bilingue, j'ai eu la chance d'aller dans les autres pays anglophones et de me rendre compte qu'on est parti d'un système qui était aussi étrange que celui-là pour instaurer de vrais systèmes d'alternance. Vous allez au Malawi, vous allez au Kenya, vous allez en dehors de la Tanzanie, vous allez dans tous ces pays de la façade sud du continent. On est parti de cette période où on avait du désordre et de l'autorité pour arriver à inscrire dans le marbre qu'un mandat, c'est 5 ans et il ne peut durer que 2 fois. C'est ça. Mais voilà. Ce n'est pas encore le cas au Cameroun. Ce n'est pas encore le cas, mais on se dirige vers là. Et pourtant, le Cameroun, comme beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, au début des années 90, s'est engagé aussi, comme d'autres, dans un processus de démocratisation. Et pourtant, à un moment donné, on a l'impression que le système s'est grippé, quoi. Le système s'est grippé parce qu'effectivement, il faut dire, avec tout le respect que j'ai pour le président de la République, qu'il fait partie de la génération de ceux qui ont porté nos pays sur les fonds baptismaux et qui n'étaient pas des gens qui avaient vocation à mettre en place un système qui soit pluraliste. Le président de la République a déclaré, à l'époque où les gens descendaient dans la rue pour demander l'instauration du multipartisme, que la conférence nationale était sans objet et que le multipartisme était sans objet. Vous voulez dire que culturellement, le RDPC n'est pas un parti qui a une culture démocratique, quoi. Le RDPC est l'héritier... Enfin, une démocratie, en tout cas pas une démocratie pluraliste. Le RDPC est l'héritier institutionnel de l'Union nationale camerounaise. L'Union nationale camerounaise, c'est le parti qui a porté le pays parti unique. Sur les fonds baptismaux soit C'est la démocratie du parti unique. Non, c'est un parti qui a hérité de l'époque post-indépendance où il y a eu des violences, une opposition extrêmement violente. Vous savez que le Cameroun est le seul pays dans lequel, pour faire face aux oppositions, après l'indépendance, il a fallu utiliser le napalm. Oui, bien sûr. La période post-électorale était extrêmement violente. Et la sociologie du Cameroun est basée sur cette forme d'organisation où on se dit que
il faut préserver les vies, Oui. quitte à accepter une période de transition qui soit beaucoup plus longue que dans les autres pays. Oui, ce n'est pas antinomique avec la démocratie, avec la démocratisation, ce genre de situation. Le Nigeria a également connu la guerre du Biafra, des moments très, très, très compliqués. Pourtant, le Nigeria s'est engagé dans un processus qui plutôt réussit, avec des alternances confirmées. Et il y a au Cameroun une fracture sociologique entre les anciens et les jeunes. Nous avons une culture au Cameroun qui consiste à faire confiance au chef et à accepter d'autorité ce que le chef dit. Vous le regardez d'ailleurs en Afrique, on fait confiance au chef traditionnel, on fait confiance au chef politique et on fait confiance au chef religieux. Mais les jeunes qui arrivent ont décidé de ne plus faire confiance les yeux fermés et ils sont beaucoup plus revendicatifs. Et c'est eux qui marchent aujourd'hui pour dire stop, il faut le changement. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les forces du changement, je crois que... Tout à fait, l'Alliance des forces du changement. Voilà, qui est aujourd'hui, donc, je veux dire, dans une position plutôt de confrontation avec le pouvoir. Hein, Tout à fait. Et qui propose de manifester. D'ailleurs, une manifestation, cette semaine, ça sera donc le samedi, enfin, on enregistre à la veille de la manifestation à Genève, devant, Tout à fait. devant l'ONU. Tout à fait. Devant le siège de l'ONU à Genève, pour protester contre, notamment, le rejet de la candidature de Maurice Kamto. C'est une sorte de répétition de ce qui s'était passé en 1992, lorsque l'opposant président du SDF est donné gagnant. Et que finalement, c'est le candidat de l'opposition qui arrive au pouvoir. On a vu au Cameroun à cette époque des gens qui manifestaient fermement dans la rue et qui étaient capables de bloquer le fonctionnement des institutions. La candidature de Maurice Kamto, c'est un contentieux politique lourd. C'est un contentieux politique lourd. Et Maurice Kamto n'a pas donné sa dernière parole. Et je pense que d'une manière générale, il va continuer à agir politiquement. Et je pense qu'il finira par trouver des accords avec les majors de l'opposition, comme Akeré Mouna. Et Akeré Mouna qui a reconnu en 2018 que Maurice Kamto était un poids lourd de la vie politique camerounaise. Il a dit lui-même, je le cite. Je suis persuadé, connaissant la démarche de Maurice Kamto, qu'il lui retournera la politesse. C'est un appel intéressant que vous faites là. Alfred. Non, mais je dirais simplement que le Cameroun vit une sorte de glacis politique depuis l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. On a rappelé l'épisode de SDF qui avait gagné l'élection en 92. Tout à fait, oui. Il s'est maintenu. Même Bello Bouba Maïgari, qui était à cette époque dans l'opposition, est rentré dans les rangs. Donc voilà, Paul Biya a réussi à faire ce que tous les chefs d'État africains faisaient à l'époque des partis uniques. C'est-à-dire neutraliser l'opposition, faire venir certains, leur donner des postes au pouvoir, et puis voilà. Et donc, la vraie opposition, c'est pas Chiroma, puisqu'il a été ministre, ni Bello Bouba Maïgari. La vraie, c'est Kamto, c'est Akeré Mouna et les autres. Malheureusement, évidemment, aujourd'hui, dans la situation présente, avant le lancement de la campagne officielle, il n'arrive pas à trouver justement ce candidat consensuel qui pourrait incarner justement cette espérance de changement. Ça, c'est un. Deux, de l'autre côté, il faut dire que j'étais au Cameroun il y a un an, à Yaoundé, il y a un an pratiquement et demi. En réalité, les Camerounais sont dans cette position intellectuelle, presque morale, de dire, bon, Paul Biya, on le laisse aller jusqu'au bout, il mourra au pouvoir, et puis après, le changement viendra. Troisième point, malgré tout, il y a une forme de stabilité qu'il y a au Cameroun qu'on n'a pas trouvée dans le reste de l'Afrique centrale, où il y a eu des coups d'État, des guerres civiles, etc. Cette stabilité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un glacis autoritaire. Ben, bien sûr, bien sûr. Et puis, à part la révolte des Ambazoniens, n'est-ce pas, mais qui est en face des résolutions, Trump ayant arrêté 2 ou 3 Ambazoniens aux États-Unis pour faire... dont vous parlez, c'est la région anglophone. C'est ça, voilà, et tout à fait, voilà. La zone les deux régions d'expression anglaise, et c'est ça. Du nord-ouest et du sud-ouest. Exactement, et donc, pour faire plaisir à Paul Biya. Donc, pour le moment, effectivement, l'opposition véritable est aussi dans une forme de déférence vis-à-vis de Paul Biya. J'aurais voulu qu'il y ait une jeunesse plutôt... Enfin, il y a une opposition des jeunes, justement, aujourd'hui, qui est dans la rue. Oui, mais cette opposition n'est pas audible, n'est pas prête d'arriver au pouvoir. C'est-à-dire que, au fond, elle est tolérée comme telle. Elle n'est pas tolérée du tout. Hein. Voilà, voilà. Et que donc, il y a ce problème de génération de ceux qui doivent arriver au pouvoir après Paul Biya. Vous voyez, lui, il est nonantenaire. Après, si vous dites les trentenaires et les quarantenaires arrivent au pouvoir, les soixantenaires et autres vont se dire, c'est nous d'abord, vous vous calmez.
C'est un peu ce qui est en train de se passer. Je pense effectivement que, jusqu'à preuve du contraire, Paul Biya, de toute façon, il va être malheureusement réélu président. Est-ce qu'on peut appeler ça une élection? Ben, ça fait affichage. Comment vous appelez ça? Ça fait C'est une affichage. formalité? Oui, ça fait affichage. De toute façon, au fond, le Conseil constitutionnel, la Commission électorale, tout ça, les élections vont avoir lieu. Oui. Ben, à la face du monde, c'est que les élections ont été démocratiques. Et puis ceux qui soutiennent Paul Biya vont sortir pour aller voter. Exactement. Et les autres vont s'abstenir. C'est-à-dire que les autres s'abstiennent ou pas, les partisans de Biya vont aller voter, il sera réélu. Ce qui vient d'être dit, pardon Francis, est extrêmement pertinent et appelle de ma part un commentaire qui est important et qui vous expliquerait l'importance de la présence des deux candidats originaires du Septentrion, Bello Bouba et Issa Chiroma. Bello Bouba et Issa Chiroma sont originaires de la grande région du Nord Cameroun, qui, sous la mandature du président Ahidjo, faisait une seule province et qui aujourd'hui est divisée en 3 provinces. Ces gens-là représentent des électeurs qui sont captifs et qui avaient l'habitude d'apporter leur appui au président de la République à travers leurs candidats. Pourquoi leur présence est extrêmement importante? C'est parce que les électeurs de cette région sont des électeurs fidèles. Si 1 million de personnes parmi ceux qui sont encartés dans le Septentrion décident de se porter sur un des candidats, il peut faire bouger l'élection. Très bien. Exactement. Voilà. Oui. On va donc boucler cette page spéciale Cameroun avec Tiambel. Deux mots, non, la longévité du président Paul Biya et puis l'observation de loin de cette scène politique camerounaise appelle deux faits. Soit on négocie la transition du pouvoir où on voit au choc. À mon humble avis, les Camerounais ont intérêt à négocier cette transition ou la fin du pouvoir Biya sans passer par la case de la violence. Et à mon humble avis, l'élection peut perpétuer et en tout cas un point qui peut aller pour l'aboutissement d'une telle négociation. Rapidement. Oui, rapidement. D'un mot. D'un mot. Paul Biya est en Suisse aujourd'hui, mais son équipe de campagne prévoit que le dernier meeting qu'il pourrait organiser... Le dernier, il n'y a pas eu un premier. Donc. Non, mais il y en aura... Ils ont prévu 3 meetings, mais le dernier, justement, dans le Septentrion. Ah d'accord, très bien. Très bien. Voilà. Okay, ce qui explique cela. Ceci expliquant cela. On suivra ça, puis on continuera à suivre la campagne d'Akeré Mouna. Tout à fait, oui. Qui est une contribution intéressante, en tout cas, à l'histoire politique du Cameroun. Tout à fait. Une histoire qui s'écrit, qui est une histoire en marche, en tout cas. En marche. Un dernier mot. Avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou de la Sécurité, voilà, ou ce qui en tient lieu, il a fait un communiqué très intéressant ce matin. Cette semaine, vous voulez dire donc, non, ce matin. Oui, enfin, nous enregistrons quelques jours avant la ok. Donc, il a dit clairement que candidat consensuel de l'opposition, ça ne signifie rien dans le code électoral camerounais. Okay. Et puis de toute façon, si les candidats voulaient faire leurs accords de quartier, il fallait qu'ils les fassent avant l'impression des bulletins de vote. Il a dit accord de quartier d'ailleurs, j'ai suivi ça, c'est le terme. Oui, non mais c'est ça. Formidable. Formidable. Donc tous les noms des candidats, des 12 candidats seront donc... bulletins dans les bureaux de vote, point. Tout à fait. Ça montre un peu l'ambiance, en tout cas, le climat préélectoral. Non, mais ça a le mérite d'être clair, quoi. Absolument. Non, mais moi, j'aime quand c'est clair comme ça. On va terminer donc cette page spéciale sur le Cameroun, sur l'élection présidentielle, avec le rappel de tous les candidats donc, retenus pour cette compétition. Seta Kaston Ateki, Bello Bouba Maïgari, Paul Biya, bien sûr, Jacques Bouga Agbe, Issa Chiroma Bakari, Hiram Samuel Iodi, Pierre Kwemo, Serge Espoir Matomba, Akeré Mouna, dont on a parlé beaucoup. Joshua aussi, Hermine, Patricia Tomaino Ndam Njoa. Voilà donc les candidats à cette élection présidentielle du 12 octobre prochain au Cameroun.